bel bonsoir tout le monde. Tu peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude. Saïdi à Pep, moi, je espère que vous êtes bien. Bienvenue dans votre émission Tchou pour tête. C'est votre rendez-vous, on parle de déconstruction, décoloniser les esprits et les pensées, chercher de nouvelles alternatives. Donc, vous connaissez déjà votre rendez-vous hebdomadaire. Et qui dit Tchou pour tête dit Saïdi Aïlouich. Alors, comment vas-tu? Ça va, tranquillement. Toujours Kagoumé. Toujours Kagoumé, toujours en action. Voilà, c'est ça. Malgré les petits problèmes de santé, mais ça va? Ouais, ça va. On gère. On se soigne avec nos plantes, nos principes, et puis on fait le travail. En même temps, tu as tout pour tête. Tu as pu recevoir combien d'invités, donc tu as pu voir combien de choses également. J'ai un catalogue qui est énorme, hein, mais ça fait un lobagne actuellement. Eh ben, tant mieux alors. Donc ce soir, nous allons parler, comme c'est indiqué, juste en dessous de la maison bioécologique. Il y a un invité qu'on va présenter immédiatement. Bonsoir mon invité. Bonsoir Jonathan. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va, merci, impeccable. C'est gentil. Tout d'abord, la bienvenue. Merci pour ton invitation déjà. Merci de l'avoir accepté également. C'est un thème qui me tient à cœur, donc oui. c'est avec plaisir que je suis là. On va parler de la maison bioécologique. On parlait tout à l'heure là, de planète, de préservation, de tout plein de choses, et puis également de notre environnement. Hier, j'ai eu l'occasion de visiter, mais bon, ça, on va discuter ça dans un petit instant. Okay. Donc, Ulrich, on va parler de la maison bioécologique. Un peu, dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qui a parlé par rapport à la maison bioécologique? Alors, je vais mettre l'accent sur un enjeu particulier qui sont les matériaux en fait, qu'il faut utiliser pour faire ce type de maison ou faire des maisons en tout cas qui sont respectueuses de l'écologie, de l'écosystème dans lequel on est. Et bon, vous me connaissez, je suis plutôt pour la souveraineté, pas plutôt, je suis un militant de la souveraineté. Et donc forcément, je vais pointer du doigt le fait que dans certains domaines, notamment sur les constructions dans l'écomatériaux, on va avoir justement des difficultés au niveau législatif pour pouvoir utiliser les matériaux qui existent dans notre environnement, donc caribéen ou martiniquais. Et donc, je vais prendre un exemple, la climatisation qu'on va mettre dans les maisons qui sont notamment bétonnées. Forcément, pour qu'il y ait du frais, il va falloir justement qu'on mette un système, en tout cas, pour rafraîchir. Plus souvent, en fait, on a choisi le modèle le plus classique, qui est la climatisation. Le gaz qu'il y a dans la climatisation a un effet de serre qui multiplie l'effet de serre à x500, voire x1000. De plus en plus, le gaz, effectivement, a tendance à être de moins en moins nocif, mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il est accélérateur en fait, de l'effet de serre. Donc, le fait d'avoir de la climatisation, c'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique pour la planète tout court. Maintenant, pour pouvoir y arriver, il va falloir construire justement avec d'autres matériaux que le béton. Et c'est là où va se poser la question, parce que il va falloir aussi reconstruire et construire avec des schémas qui sont différents. Par exemple, on a, en tout cas des régions que j'ai visitées en Afrique de l'Ouest, notamment du côté des Ashanti, du côté du Ghana, les constructions en fait sont arrondies. Et en fait, il s'explique que, et d'ailleurs je l'ai vécu en étant dedans, il fait frais sans même qu'il y ait de la climatisation ou des choses qui sont ajoutées pour qu'il y ait de la fraîcheur. Parce qu'en fait, il y a une circulation de l'air qui se fait d'une certaine façon qui fait que ça se rafraîchit en fait naturellement. Mais en fait, ce sont des techniques qu'ils ont conservées et qu'ils vont utiliser. Nous, en fait, dans notre souci de souveraineté, on n'aura pas forcément cette liberté-là de pouvoir construire selon ces modèles-là, parce que ça va demander en fait à revoir en tout cas les normes et avoir des normes en fait qui sont propres à nous. Et dans notre situation, ça va être très compliqué justement d'arriver à faire comprendre cela au niveau français et ensuite au niveau européen, parce qu'on a déjà vu la hiérarchie des normes qui veut que des directives partent de l'Europe et ensuite sont appliquées aux Français qui peuvent avoir des critères beaucoup plus beaucoup plus stricts. Mais en tout cas, il reste justement sur des normes qui sont des conventions qui viennent de l'Europe. Donc, je voulais justement poser ces enjeux-là et on va le voir justement à travers les maisons bioécologiques que ça va poser cette problématique-là et qu'il va falloir justement qu'on la mette au goût du jour et pas seulement quand il y a des problèmes, pas seulement quand il y a eu une sécheresse qui a duré justement un temps assez particulier, la dernière ou celle de 2020. Et puis entre-temps, on n'en parle plus. Non, il faut vraiment justement qu'on anticipe à ce niveau-là pour qu'on puisse arriver justement à des constructions qui seront plus respectueuses justement de notre écosystème et qui nous permettra justement de nous être en harmonie avec notre environnement. Et en même temps aussi déconstruire les idées reçues aussi. Déconstruire ces idées-là et puis bon.
Exactement. On va laisser Jean-Pierre nous présenter tout cela. Okay. Tout d'abord, qui est monsieur Jean-Pierre Lafontaine? Si tu peux te présenter, s'il te plaît. Jean-Pierre Lafontaine, 40 ans. On va dire que je suis un fils d'architecte, on va dire, à ses heures perdues et d'une mère fonctionnaire qui m'a orienté sur justement l'accomplissement de mes rêves et de mes ambitions. Et en fait, j'ai un parcours assez technique. Donc, j'ai commencé par un bac pro études d'organisation et gestion de travaux, un BTS bâtiment. J'ai commencé chez des majors de la construction chez Vinci et Fage Construction aussi comme conducteur de travaux. Et ensuite, donc je suis rentré au pays, on va dire, pour justement apporter ma pierre à l'édifice après cette formation métropolitaine. Et en fait, l'idée, justement, c'était d'essayer de pouvoir promouvoir un habitat local et respectueux de l'environnement. Donc c'était, on va dire, un entrepreneur engagé pour justement son pays et son île, quoi, pour le développement économique du pays. Donc les premières idées, c'était d'abord l'habitat made in chez nous. C'est ça, exactement. Donc en fait, l'idée de base, en fait, c'était de retrouver un fonctionnement. Parce qu'en fait, si vous voulez, les premiers habitants de la Martinique, c'était des Amérindiens. Donc, ils vivaient, en fait, dans des cases autour d'un carabet. Et en fait, le carabet, c'est vraiment l'habitat central de la famille caribéenne. Notamment parce que, en fait, si vous voulez, il y a toute la famille qui se réunissait sous le carabet. Il y avait un mode de fonctionnement et c'était un petit peu ce mode-là que je voulais promouvoir et remettre au goût du jour. Parce qu'en fait, le carabet, c'est un habitat qui a été oublié avec le modernisme. Et en fait, le modernisme et en fait les influences occidentales notamment. Et parce qu'en fait, on conçoit vraiment de façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, léger, avec du béton, que du béton. On ne prévoit pas forcément les aérations nécessaires ou alors les protections solaires nécessaires. Alors qu'un habitat, justement, dans la Caraïbe, il s'ouvre vers l'extérieur et il faut qu'on essaie de, justement, tendre vers, justement, l'extérieur et vivre décemment sans énergie fossile ou climatisation de confort. Parce qu'en fait, si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez, à l'époque, les maisons, il y avait des grandes hauteurs sous plafond et sur les menuiseries, en fait, vous aviez des persiennes et avec des vents traversants et les alizés pouvaient circuler dans la maison et c'était frais. Et on avait des galeries tout autour aussi. C'est des principes de construction qui ont beaucoup disparu parce que notamment à l'optimisation des coûts des matériaux, la cherté des matériaux et en fait c'est vraiment un ensemble qu'il faut essayer de trouver pour justement un bon équilibre et pouvoir vivre sainement sans impacter notre environnement. Préserver la planète. Préserver la planète, exactement, c'est ça. Les circuits courts, exactement. Et c'est important parce que, comme je vous dis, le béton, c'est un matériau que ça pollue énormément, c'est source de déchets et ça artificialise les sols. Donc en fait, on conçoit, on va dire, de façon, on va dire, très modestement parlant, de façon très européenne et on n'a pas vraiment d'innovation sur ça, quoi. On prend ce qu'il y a en Europe et on reproduit des schémas alors que j'ai pas voulu m'inscrire sur ce créneau-là, quoi, en fait. Cette continuité. Voilà. Donc c'était vraiment histoire de retrouver, on va dire, un fonctionnement de la famille martiniquaise et puis proposer quelque chose d'innovant avec des matériaux locaux, quoi. Proche de chez nous. C'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous parler en fait des principes qui régissent les maisons, ouais, justement? Bien sûr. Donc, en fait, une maison bioclimatique, c'est une maison, en fait, si vous voulez, qui s'insère, on va dire, correctement dans son environnement, en ayant une bonne implantation et en ayant justement, comment dire, de trouver un équilibre entre l'homme et l'environnement naturel qu'il occupe. Et par rapport à ça, en fait, si vous voulez, j'ai défini cette étude-là, en fait, si vous voulez, par rapport à la réduction de l'impact environnemental de la construction, parce que la construction, c'est quelque chose qui génère beaucoup de déchets, et en fait, de trouver une sorte d'équilibre entre l'homme et son environnement naturel,
avec les ressources du territoire. Donc en fait, je me suis orienté sur le mahogany et le bambou. Mais pas que ça, en fait, si vous voulez, il y a un principe dans le bâtiment, c'est l'Eurocode, et il y a des principes de construction qu'il faut respecter. Donc en fait, si vous voulez, ce que moi j'ai mis en place, c'est un habitat, on va dire, résilient, qui s'adapte à son environnement et avec des matériaux recyclés. Donc l'idée en fait de la maison bioclimatique telle que je la conçois, on peut avoir plein de principes de construction bioclimatique. C'est un principe comme un autre, mais en fait, si vous voulez, c'est avant tout des principes de construction. Parce que en fait, la maison bioclimatique d'Europe et la maison bioclimatique en Martinique ou en Guadeloupe ou dans la Caraïbe, ce ne sera pas les mêmes principes de construction. Parce qu'en Martinique, ce qu'il faut, c'est se protéger du soleil, protéger les façades environnantes pour qu'il n'y ait pas de réflexion de chaleur, laisser circuler les vents, les alizés, et en fait se parer des pluies pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans la maison, bien sûr. C'est clair qu'une maison bio-écologique en Islande, ça n'a absolument rien à voir exactement. En termes de protection du froid. En termes de climat, c'est ça, exactement. Et en fait, si vous voulez, après, il y a pas mal de choses aussi qu'il faut prendre en compte, c'est sur justement l'aménagement et en fait l'environnement autour. Notamment sur des principes anticycloniques. Parce qu'en fait, si vous voulez, par exemple, il y a des terrains, les gens, ils implantent leur maison, mais on ne voit pas des arbres plantés, parce que les arbres contribuent à bloquer les vents, en fait. Donc on a tout ça, tous des petits principes qu'il faudrait mettre en place pour qu'un habitat bioclimatique soit fonctionnel et agréable pour ses habitants. Donc ce que j'entends aussi, c'est beaucoup d'observation. C'est ça, l'environnement. Au niveau de l'environnement, c'est ça. Être respectueux de l'environnement, c'est ça. S'y insérer, mais en faisant attention également à cet environnement. C'est ça, notamment sur les aménagements des terrains, en fait, parce que la Martinique, c'est une topographie très pentue. Donc en fait, vous avez toujours des surcoûts en fait, sur les soutènements, par exemple. Et en fait, par rapport à ce surcoût des soutènements, en général, les gens, ils font quoi? C'est soit des gros murs béton, c'est-à-dire ils coupent les terres, et puis on a des murs de 3-4 mètres, alors que c'est pas forcément ce qui est bon pour justement, on va dire, ne pas bloquer les vents, ou alors avoir justement des chutes de hauteur, ce genre de choses. C'est des exemples comme tant d'autres, mais en fait, l'aménagement du foncier et du terrain est très important pour une bonne conception bioclimatique. D'accord. Donc voilà. Donc c'est un peu ce principe-là que j'ai voulu mettre en avant sur ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la démarche que tu inities concernant la récupération et les remploi en tout cas des matériaux? Donc comme je vous disais, donc je suis parti d'un principe de base, en fait, si vous voulez, c'est le container. Donc le container, dernier voyage, donc c'est toujours, comme je vous dis, c'est une structure ISO. Donc elle est normée. Donc on vient la poser sur des fondations vissées, de façon à ne pas dénaturer, justement, ne pas couler de dalles. L'objectif de la maison, justement, c'est de le faire un peu sans béton. Mais c'est vraiment l'objectif final. Et en fait, une fois qu'on a la structure, l'enveloppe, cette structure-là, on vient la peindre avec une peinture technique. Je ne sais pas si on peut faire de publicité, mais c'est une peinture isolante. Excuse-moi. Ouais. Si Grégory, tu peux nous passer les images concernant les containers, comme ça, les téléspectateurs et téléspectatrices pourront voir également. C'est important. Donc, continue, s'il te plaît. Et en fait, donc, une fois qu'on a la structure ISO du container, on vient justement protéger cette structure-là avec la peinture déjà et des façades de bambou en mode brise-soleil. D'accord. Là, on voit que... Donc là, c'est le chantier. Là, c'est des chantiers avec... il faut à peu près combien de containers pour pouvoir faire une maison bio-écologique? Tout dépend de la taille de la famille, mais en fait, avec 6 containers, vous pouvez loger une famille de 4 personnes tranquillement, quoi. Avec 6 containers. Avec des modules bien pensés, bien aménagés. Donc, une fois que les modules sont aménagés, derrière, on a plusieurs façons de concevoir justement cette enveloppe-là.
et d'apporter justement ces protections autour du bâtiment et ces protections solaires. Notamment tu parles de la peinture également. Donc la peinture, ouais, c'est une peinture isolante pour justement protéger le container. Elle est garantie 40 ans. C'est une peinture développée par la NASA et en fait, si vous voulez, c'est une peinture qui a été développée pour les pénétrations dans l'atmosphère. Et en fait, si vous voulez, une fois qu'on met ça autour du container, on a vu déjà la faible épaisseur de l'atoll, donc c'est 2 mm d'épaisseur. En fait, si vous voulez, cette peinture-là empêche au rayonnement du soleil de conduire tout ça. Sachant que l'atoll, c'est un matériau qui justement est très bon conducteur de chaleur, en fait. Ah oui, donc l'objectif, justement, c'est de couper cette réflexion de chaleur et de garder quand même la faible inertie du matériau, parce qu'en fait, autant la tôle, ça capte la chaleur vite, mais ça la relâche super vite aussi. Donc, et en fait, une fois qu'on a l'environnement qui est frais, en fait, on est toujours dans une clim tout le temps, parce que le matériau reste frais. Donc la maison est fraîche. Et en fait, après, derrière, on vient habiller ça avec des protections solaires. Comme je vous dis, et là, le travail, c'est sur justement le bambou et le mahogany. Parce que la Martinique produit du mahogany, mais elle n'exploite pas le bois correctement. Et en fait, si vous voulez, le mahogany, c'est considéré comme le plus beau bois du monde. Donc la Martinique produit le plus beau bois du monde, mais on n'en fait rien avec. C'est ce qui est dommage. Et en fait, mais il y a plusieurs facteurs à ça, en fait, notamment sur celui avec qui je travaille à la Syrie, c'est Philippe Rousseau, donc ébène, au Morne Rouge. Et en fait, les conditions d'accès pour aller récolter le mahogany sont très compliquées. Et en fait, il y a pas mal de contraintes qui font que soit le métier n'est pas promu correctement, ou alors les jeunes ne s'intéressent pas spécialement à ça, et c'est compliqué à avoir de la main-d'œuvre. Mais en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est justement totalement viable, parce que j'ai essayé justement de le mettre sous plusieurs formes. Donc le mahogany, ce que j'utilise du mahogany, c'est l'aubier. Donc en fait, l'aubier, c'est entre le duramen, donc le cœur du bois, et l'écorce. Donc il y a le dessus et l'écorce. Et en fait, l'aubier, c'est le client justement du scieur, c'est Albioma. Donc en fait, le bois, il était brûlé. Ou alors il faisait des bois de palettes avec. Alors que le bois, c'est un super bois. Une fois qu'il est bien protégé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et en fait, ce bois-là aussi dégage un tanin non toxique. Et ce tanin-là, justement, est bon pour l'habitat. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de polluants dans votre habitat. Tout à l'heure, tu parlais d'isolation, tu parlais de rafraîchissement. Ça m'a rappelé ce que tu disais par rapport à l'effet de serre, par rapport à la climatisation. Donc, il y a une aération naturelle qui s'effectue à travers ces fabrications aussi. C'est ça, exactement. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de vraiment laisser circuler l'air et de ne pas bloquer cette circulation-là et de ne pas rafraîchir avec des climatisations ou des énergies fossiles. Parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Déjà qu'on vient dénaturer un peu le site, si en plus, derrière, on vient tout fermer, on vient climer, on ne veut pas avoir de bêtes à l'intérieur de chez soi, ce genre de choses, c'est un peu compliqué. Donc, on est dans la Caraïbe, comme je dis. On est voué à vivre sur l'extérieur. Et l'idée, c'est, comme je dis, de ramener justement les Martiniquais et les Caribéens à s'ouvrir vers l'habitat et l'habitat écologique et l'habitat, justement, et notre environnement extérieur. C'est bien tout ça. Même à travers les émissions, on refait certains liens avec des anciennes émissions. On pouvait parler également de notre environnement, surtout avec les insectes, tout ça, qui font partie de cet environnement-là aussi. Donc, ça a respecté aussi. C'est exactement ça, c'est un ensemble. On est là, on est la nature, c'est un équilibre parfait. Et il faut que l'homme s'intègre dans cet équilibre-là et ne vienne pas dénaturer cet équilibre-là. C'est très important. T'es là, et puis non. T'es capable de dire ça. Ah ouais, tu vois. C'est un principe. Hein, mais en fait, l'habitat, ça nous rassemble tous, hein, l'habitat. Et en fait, si justement on n'arrive pas à ménager correctement notre territoire et à ménager correctement avec nos matériaux, en fait on est voué, on parlait de génocide de substitution la dernière fois, mais on est voué à utiliser les matériaux des autres.
et on est voué à utiliser les tôles des autres, produits par d'autres personnes. Enfin, et on est au final que des poseurs, hein. Alors qu'on produit quoi? Alors que derrière, la Martinique ne produit rien du tout. En fait, en vrai, la production locale, c'est quoi? C'est la banane et la canne. Et c'est tout. Et on exporte quoi? Que ça. Et c'est subventionné. Et derrière, qu'est-ce qu'on importe? Bon, j'ai noté ça aussi. Par contre, les importations, c'est important en fait. Si vous voulez, la Martinique importe du pétrole raffiné, du matériel de transport, du matériel mécanique, du matériel électrique, électroménager, informatique, peu importe, des produits agricoles et de l'alimentation, boissons, tabac, tout ça. Voilà. Donc il n'y a rien qui est produit, en fait, en vrai. Et en plus, si vous voulez, il y a un décalage totalement, parce qu'on importe plus que ce qu'on produit. Et derrière, ça fait qu'en fait, on devient, en fait, comme je vous dis, entre guillemets, des esclaves toujours, parce qu'en fait, on est soumis à des règlements extérieurs qui ne viennent pas, justement, s'adapter à nos contraintes de notre territoire. Avant de poser la prochaine question, bienvenue dans la team Tchoupoutet. Parce que c'est vraiment dans l'idée de tout ce qu'on répète et puis qu'on dit. En tout cas, il est dans la ligne et on n'a rien dit. C'est juste. Non, c'est vrai. Sans s'être contacté ou quoi, en fait, c'est logique, en fait, tout simplement. C'est de la logique. Ça, c'est de la logique. Et en fait, notre façon d'habiter le territoire, c'est à nous de l'approprier, de s'approprier ça et de proposer des choses innovantes avec des matériaux locaux. Après, il y a du bois tibum, il y a plein de choses. Il y a du cachibou, il y a plein d'autres d'essence de bois. Si vous voulez, on a des possibilités énormes, mais comme je vous dis, la production, soit les volontés politiques ne sont pas forcément là, ou alors en fait, c'est exploité à des privés qui s'enrichissent ou font autre chose avec. Donc c'est vraiment... j'avais noté quelque chose aussi, je voulais le dire. C'était justement sur le mahogany. En fait, le mahogany, quand on parle de développement de filière, développer la filière du mahogany, c'est quelque chose qui est totalement possible. Parce qu'en fait, c'est un arbre qui est utilisé dans le monde entier. Et notamment en Malaisie, en Chine, à Singapour, un peu partout dans le monde, par rapport à leur vertu et la graine du mahogany. Donc en fait, si vous voulez, comme je vous dis, le mahogany, il y a 33 types de flavonoïdes, comme je le disais tout à l'heure, et 27 types de saponines, qui sont des principes actifs en fait, qu'on retrouve dans le ginseng. Et en fait, tous ces principes actifs-là, en fait, si vous voulez, les flavonoïdes, ça favorise la circulation sanguine, la réduction des dépôts de cholestérol, les maux de dos et les saignements et les ecchymoses. Donc en fait, si vous voulez, et les saponines, en fait, c'était pour la prévention de la peste, ce genre de choses. En fait, on a pas mal de ressources de mahogany, mais comme on dit, si on avait justement des entreprises derrière qui s'intéressaient à ces principes actifs-là, mais on aurait pu derrière produire un marché et justement exploiter nos ressources correctement. Mais en fait, il faut avoir des idées derrière. Comme je dis, c'est une volonté politique, c'est une volonté... on va dire, une stratégie d'aménagement du territoire. Et j'insiste sur ça parce qu'en fait, comme on dit, le territoire n'est pas aménagé de façon correcte parce que, comme je dis, on reproduit un schéma occidental. Tout à l'heure, tu parlais aussi de la revalorisation des matériaux. Oui. Et tu as parlé de nos produits, le mahogany, les différents bois, mais tu me parlais aussi de la récupération de certains matériaux, parce qu'on parlait de coûts tout à l'heure, là. On constate la flambée des prix au niveau de l'immobilier. C'est ça. Mais il y a également de la récupération, tu vois, que tu effectues aussi. C'est ça. Et en fait, c'est justement l'idée de cet habitat-là, c'est de faire du neuf avec du vieux, en fait, entre guillemets, mais pas du vieux quoi, en fait. Quand je parle vieux, c'est, comme je dis, le bâtiment c'est normé, donc en fait on peut pas faire n'importe quoi non plus. Et en fait, le réemploi et la revalorisation des matériaux font partie en fait d'une économie circulaire. Donc en fait, je m'inscris en fait dans cette économie-là, l'économie circulaire, parce qu'en fait, avec justement le réemploi des matériaux et le container, justement, donc c'est une proposition de réemploi de matériaux. Et le container, je le recycle, comme je dis, je l'ai calculé, j'ai recyclé le container 4 fois. Donc avec des portes coulissantes, des cloisons, en fait, des pots de cloison,
et la structure même du conteneur, et des éléments de garde-corps, des listes de garde-corps. Donc en fait, on peut avoir plein d'idées. Donc ça, c'est une proposition parmi tant d'autres. Mais justement, cette proposition-là fait que ça t'évite des coûts de transport, des coûts de production Excuse-moi, parce réduits. Il y avait aussi, tu m'avais montré aussi au niveau de la toiture. De la toiture, le carbet, ouais. Toiture de carbet avec des feuilles. Des feuilles de latanier, exactement. Des feuilles de latanier. Ben, à l'époque, on faisait des balais avec ça, nos grands-parents. Et en fait, le latanier, en fait, si vous voulez, c'est une toiture naturelle. C'est une toiture végétale. Et c'est une toiture, voilà, donc avec des tuiles végétales. Donc là, c'est la maison un peu plus avancée. Donc en fait, si vous voulez, le latanier, c'est un palmier qu'on trouve sur l'île partout. Et en fait, si vous voulez, comme je vous dis, c'est un mode de fonctionnement qu'il faut avoir, parce que derrière, j'ai planté un pied de latanier, il est encore petit, mais bon. Si on plante 2 arbres de latanier chez soi, si on tire de 600 à 800 mètres carrés, ben en fait, on produit sa toiture. Donc en fait, si vous voulez, le latanier, c'est un matériau qui ne coupe justement cette réflexion de chaleur-là, et vous n'avez pas de sentiment de chaleur ou quoi que ce soit par rapport à une tôle, par exemple. Donc en fait, vous voyez, on peut avoir des principes de construction. Ça, c'est gratuit. Et avec des feuilles gratuitement. C'est surtout ce que je voulais mettre en lumière, c'est-à-dire que ce sont des matériaux gratuits, parce qu'on parle souvent de coûts. C'est ça. Et là, et puis surtout, ce que tu m'expliquais également, c'est la pluie a qu'à tomber, mais pas qu'à couler. Mais pas qu'à couler, exactement. Et en fait, si vous voulez, c'est la superposition des feuilles qui fait que, en fait, c'est étanche. Et on a un bien-être, franchement, environnemental. Il y a pas mieux comme toiture localement. Parce que, comme je vous dis, l'idée, c'était aussi de rendre l'habitat un peu ludique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans comme je dis, des maisons en béton, avec la tôle, tout ça. C'est des schémas qu'on reproduit. Et on est obligé d'attendre d'être en vacances pour aller dans les hôtels, pour voir ce genre de choses. Voilà. Donc, alors qu'on peut très bien le faire chez soi, dans notre habitat, parce que c'est notre culture et notre façon de fonctionner, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment un fonctionnement qu'il faut essayer d'inculquer aux gens. Et c'est-à-dire que derrière, tu as ton carbet, derrière ta toiture, ben, tu peux aller chercher. S'il y a un souci, ben, tu vois, c'est chaque année qu'il faut faire cet entretien-là à peu près. Donc on rajoute des feuilles, on rajoute l'épaisseur par en dessous. Donc j'ai fait des petits tutos aussi sur mon Insta, c'est Écologie Caraïbes. Ça, tu vas édifier tout à l'heure. Donc il y a des petits tutos, tout ça. Donc c'est une espèce de storytelling en fait sur l'habitat en général. Je précise juste qu'il y a des populations en Afrique de l'Ouest qui, comme tu parlais justement du côté ludique, qui vont faire justement tous les... ils ont une fréquence. Ceux que j'ai connus, c'était tous les 3 ans, où justement ils refaisaient ces toitures-là en latanier. Et en fait, c'est pas seulement la personne qui fait la personne qui habite le foyer qui refait sa toiture, c'est tout le village en fait qui vient et qui passe un moment convivial pour pouvoir refaire la toiture. Et des fois même, en fait, ils le font sur plusieurs maisons combinées du village. Comme ça, en fait, ça met toujours une espèce de... Il y en a l'autre. C'est ça, exactement. Et toi, c'est vraiment cette espèce de fonctionnement-là qu'il faut essayer de retrouver avec des communautés, en fait, justement, et essayer de rassembler les gens autour autour de l'écologie, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on a une seule planète, et en fait, si derrière tu conçois mal ou tu produis, mais tu ne remets pas, ben, en fait, on est voué à disparaître. Hein. Donc, oui, je te disais, tu parlais du village, c'est un petit peu cette notion-là de coup de main qui commence aussi à disparaître un petit peu chez nous aussi. C'est ça. Avant c'est le vrai. coup de main, c'était quelque chose qui était... L'autoconstruction, il y a des quartiers entiers qui se sont produits grâce à l'autoconstruction. Trenel, c'est un quartier, Volga. Sur des quartiers, l'autoconstruction, c'est la base du principe martiniquais. Et si vous voulez, l'évolution fait que on a des techniques, on importe des techniques un peu partout, mais si vous voulez, l'autoconstruction, c'est un principe martiniquais et caribéen, je pense. Justement, comme tu parles de la Caraïbe, quels sont les produits qui sont donc, le carbet, justement, l'artisan avec qui je travaille, c'est Philippe Gibernay sur ça, donc c'est Awawak Art Carbet, son entreprise, et il travaille avec ses enfants, Vanessa et puis Ilan aussi. Et en fait, si vous voulez, le bois, il est importé de République dominicaine, donc c'est toujours dans la Caraïbe.
Et en fait, l'eucalyptus, on le produit pas localement parce qu'en fait, si vous voulez, ça assèche beaucoup les sols. Donc en fait, c'est une essence un peu particulière. Mais on a des possibilités en forêt, si on coupe le bois à la bonne lune, même avec le bambou, d'avoir des possibilités d'avoir des poteaux corrects en bambou. Donc on travaille aussi avec des bureaux d'études, Samira Rémillon qui est moteur sur ça, Auréa Structure, sur justement la viabilisation du bambou. Parce que comme je vous dis, on a des compétences, on a des qualités, il y a des gens qui ont été formés et qui ont une vision pour le pays, quoi, en fait. Donc l'idée, c'est de réunir tous ces gens-là, tous ces savoirs-là, et de concevoir des projets martiniquais, tout simplement, et pour la Caraïbe. Dis-moi, quelles sont les phases de construction d'une maison bioécologique? C'est pareil qu'une maison traditionnelle, donc c'est les fondations, donc l'ancrage c'est des fondations vissées, donc j'ai opté pour des fondations vissées. Donc en fait c'est pour garder justement cette structure légère là, et si vous voulez, une fois que les fondations sont ancrées dans le bon sol, on revient faire un réseau de longrine pour le plancher, et on vient rajouter les containers dessus. Et une fois qu'on vient rajouter les containers dessus, on vient tout souder, assembler et faire les découpes. Les découpes, on fait les renforcements, les cadres, on renforce les cadres. Et derrière, on vient habiller, comme je l'ai dit, avec une charpente bois, l'ensemble. Et tout ça protégé. Donc le style architectural, il y en a il y en a plein. Donc l'idée, comme je vous dis, sur cette proposition que j'ai faite là, c'est d'inspirer les gens, quoi, et de montrer les possibilités qu'on a sur notre aménagement de containers, quoi, en fait. Donc voilà. Donc une maison en container, faut compter à 6 à 7 mois de travaux, et en fait une maison bioclimatique plutôt, c'est même pas container parce que mon créneau c'est pas les containers, mon créneau c'est vraiment, comme je dis, le bioclimatisme et le développement des matériaux locaux. Parce qu'en fait, comme je vous dis, le container c'est une structure parmi tant d'autres parce qu'en fait ça s'est imposé à moi par rapport à l'importation locale, quoi, en fait. Donc la Martinique ne fait qu'importer, donc les containers c'était pas mal, c'est comme structure de base, pas cher. On a 33 mètres cubes de volume, de volume utile pour 2500 € maintenant. À l'époque, je les avais eus à 1700. Donc, et même ça, tu vois, ça a augmenté. Les Chinois, en fait, le container, c'est un marché mondial. Ouais. Donc, effectivement, la Chine, ils ont racheté l'acier, donc ils ont tout l'acier, donc c'est normal. Mais après, comme je dis, le container, il se recycle déjà. C'est qu'on a une proposition, on rajoute une proposition de recyclage du container. Est-ce que tu rencontres des sceptiques et quel est leur discours? Alors, des sceptiques, oui et non, parce qu'en fait, si vous voulez, souvent ce qui revient, c'est ouais, il fait chaud dans le container, ou alors est-ce que ça il va pas faire chaud? C'est souvent la chaleur, en fait. Si vous voulez. Et en fait, ce problème-là, qui n'est pas vraiment un problème, comme je vous dis, il est réglé par la peinture technique qu'on met en place, qui empêche justement ce transfert de chaleur. Et derrière, on vient, comme je dis, habiller ça avec justement une isolation thermique en mode brise-soleil. Parce qu'en fait, la meilleure isolation thermique au monde, c'est la lame d'air. Et en fait, si tu veux, tu as une lame d'air qui englobe ton bâtiment. En fait, ça va pas bouger. Donc derrière, comme je dis, l'entretien, c'est un entretien classique, pareil, c'est coup de karcher de temps en temps, un petit coup de peinture, un petit coup de lasure, et derrière, le bois, il se ravive tout de suite. Et le bambou, c'est un matériau, comme je dis, super, c'est un matériau écologique, c'est une herbe déjà, donc ça pousse partout sur l'île. Et derrière, quand tu mets le bambou en place, franchement, le matériau, il est super joli, quoi. Donc là, l'étude, il est sur la durabilité du matériau. Et on travaille avec plusieurs artisans. Il y a Roland Esther, Makia, un gars de Sainte-Marie, je check, Christophe Relouza, il y a Olivier de Mousseau, il y a La Fémabois. Donc il y a beaucoup de monde qui travaille sur le bambou. Et Arjuna aussi, sur la formation.
Et en fait, c'est tout cet écosystème-là qu'il faut arriver à rassembler, on va dire, et de façon à pouvoir produire de façon saine, parce qu'en fait, on a le savoir, on a les matériaux, on a la ressource, mais il faut derrière les fonds et derrière une volonté pour justement développer les produits locaux. Chercher à promouvoir ça au maximum. Exactement. Ben, en fait, comme on dit, pourquoi pas, tu vois, tes faux plafonds là. T'as toujours des galères quand il y a les clims qui coulent, ce genre de choses, tu vois, ils se pètent, les dalles elles se pètent. Tu peux très bien te dire que tu vas remplacer ces dalles-là par justement un faux plafond bambou ou ce genre de choses, quoi, en fait. Et avec des bonnes épaisseurs, avec une production, avec une autre qualité de finition. Tu parles du bambou, mais par exemple, on a un réflexe qui revient assez régulièrement, c'est au niveau du Viroc aussi. Alors, la cour du Viroc. Ben, le Viroc, c'est un matériau, comme je dis, c'est comme le placo, hein, c'est du déchet, c'est pas du déchet, mais en fait, si vous voulez, ça coûte cher, et en fait, si vous voulez, c'est un matériau qui produit énormément de déchets et notamment par rapport à son coût de transport, par rapport à sa mise en place. Donc voilà. Ça reste toujours une vision toujours vers l'Europe, vers la France. C'est ça, exactement. Et en fait, après, c'est des assemblages. Hein. On peut très bien produire des plaques. C'est des plaques compressées avec du bois et puis du ciment. Donc en fait, derrière, il y a aussi la terre crue qui est pas mal, parce qu'en fait, on a des problèmes sur les déblais en blé de chantier ici. Et en fait, derrière, si on arrive à récupérer ces déblais en blé de chantier, mais derrière, on peut très bien produire, justement, parce que tu parlais de Dom tout à l'heure sur la pizza en Afrique. En fait, c'est frais parce qu'en fait, la terre ne conduit pas la chaleur. En fait, tout brûle sur terre, la terre ne brûle pas. Donc en fait, c'est des principes comme je répète, c'est des principes qu'il faut mettre en place. Et en fait, l'idée, c'est de mettre les bons matériaux aux bons endroits. En fait, c'est vraiment ça l'idée, d'être résilient sur ça et de ne pas produire de déchets. C'est vraiment ça l'idée. Parce que quand je parle de Viroc, c'était surtout aussi au niveau du circuit de distribution. Quand on va dans un magasin, on va voir ce genre de matériaux qui sont essentiellement vendus. C'est ça. Mis à part le béton. Je suis allé dans une grande surface de bâtiments, de matériaux de bricolage. Et je ne vais pas la nommer, mais en fait, j'ai demandé, est-ce que vous avez des planches de mahogany? Le gars me dit, non, nous, on n'a pas ça. Donc, c'est en plus, c'est du bois importé. Donc, en fait, si tu veux, ça n'a pas de sens, quoi. En fait, si tu veux, le bois que tu mets sur tes charpentes ou quoi, c'est du bois de France. Du pain, voilà. Sachant qu'on nous libère la bocaille, non? Non, mais c'est ça, en vrai. Et qu'on peut concevoir avec nos bois, quoi, en fait. Et justement, faites un exercice, c'est-à-dire qu'on voit souvent les fruits à pain qui sont gaspillés au bord des routes. On voit souvent les mangos, par exemple, dans pleine période, donc on les voit gaspiller. Faites gaffe au mahogany, on fait les randonnées et tout, mais faites gaffe au bambou. Regardez bien, il y en a énormément. Il y en a partout. Qui poussent partout. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une herbe invasive si elle est entretenue. Et d'où le fait qu'il a justement parlé de tous les professionnels qui font ce travail-là pour sensibiliser les personnes et faire des formations pour leur expliquer qu'une touffe de bambou, ça s'entretient. Ça s'entretient, exactement. Voilà. En fait, la récolte du bambou, c'est de l'entretien de la touffe. C'est tout. Voilà, si on entretient la touffe, il ne faut pas le prendre trop vert déjà aussi, le bambou. Il y a quand même des spécificités qu'il faut respecter sur les lunes, sur la coupe, notamment pour la sève à la lune descendante. Et en fait, on a pas mal de techniques. Si on arrive à regrouper cette technique-là et ces savoirs-là, en fait, on peut produire un bambou de qualité et pourquoi pas sur des façades, sur des projets d'Europe, ou bien des projets de doublage en intérieur. Et derrière, c'est juste qu'il faut avoir les idées et une volonté derrière d'investissement aussi, parce que c'est quand même des coûts de matériaux, comme nous dit l'entretien des traces, c'est des tracteurs, c'est quand même de l'entretien. Et si c'était fait justement par les pouvoirs publics, je sais pas, ils entretiennent bien les routes, ils peuvent entretenir les traces. Enfin, c'est des volontés, comme je dis. Est-ce que tu peux nous parler justement des différences de coûts
qu'il y a entre l'habitat traditionnel et l'habitat... Bien sûr. Donc, la différence de coût, donc j'ai calculé vite fait, comme tu m'as posé la question hier, et je suis à moins 70% en coût de production. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme je fais les choses moi-même, j'ai pas mal d'économies sur ça. Et en fait, j'ai halluciné lorsque j'ai fait les calculs. Et en fait, en termes de surface équivalente, un projet en béton, ça me revenait à beaucoup plus cher que ce que je produis actuellement. Et en fait, derrière, c'est vraiment, on va dire, une volonté. Et comme je dis, si on arrive à s'investir dans son projet, c'est-à-dire que si on fait les choses aussi par nous-mêmes, si on arrive à produire des choses nous-mêmes, et de le remettre dans l'habitat, on peut faire des économies. Comme je vous dis, j'ai pas acheté de garde-corps. Mon garde-corps, c'est des bois qui sont montés et c'est des lattes de bambou de 1 mètre. Et c'est très joli à la fin. Donc, et derrière, il y a la lisse en haut. C'est la lisse les portes du conteneur, en fait, là, qui servent à ouvrir les portes des conteneurs. Et en fait, c'est tout ça. Comme je vous dis, c'est des idées, de la production. Mais après, il faut que, comme je dis, que ça soit viable dans le temps, que ça dure dans le temps. Je voulais que tu reviennes également par rapport au, je ne vais pas te dire le parquet, le sol. Le sol, le plancher. Voilà, le plancher. Et tu me disais que c'est un petit peu comme une sorte de jointure que tu récupérais. C'est ça. Donc en fait, dans les jointures, ça m'a causé pas mal de recherche, on va dire, et de développement. Mais en fait, l'idée, c'était de jointer. Je voulais garder le côté brut des planches, le côté imparfait. Parce qu'en fait, le thème, c'est valoriser l'imparfait. Le thème que j'ai mis en place pour ce projet-là, c'est, voilà, il n'y a rien qui est parfait, il y a la nature qui est parfaite parce que c'est un bon équilibre, mais c'est de valoriser l'imparfait. Et en fait, je voulais garder ce côté brut-là. Et en fait, j'ai essayé pas mal de jointures avec du béton d'argile. Le béton d'argile, ça sort de Vendée. Mais en fait, comme ça, il y a toujours de la terre. En fait, voilà, j'ai fait pas mal d'essais avec justement du sable, du ciment, pour regarder un petit peu comment ça travaille. Mais c'était pas terrible. Et en fait, la solution, c'est un truc tout con, c'est du verre brisé que j'ai trouvé gratuit à la déchetterie et du plâtre. Et on vient mettre tout ça et en fait avec un habillage en lasure dessus pour bien habiller tout ça. Et en fait c'est super joli et ça revient avec des jointures pas chères parce qu'un sac de plâtre c'est 20 € et la brisure de verre c'est gratuit. Donc après je sais pas si on peut voir un modèle. C'est ça que j'avais demandé. Grégory, si tu peux passer le modèle au niveau du plancher s'il te plaît. Comme ça, les téléspectatrices verront bien ce qu'on veut dire. C'est au niveau des... Voilà, exactement. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est que tu vois, ce travail de l'azur-là, en fait, ça a lié l'ensemble. Et ça fait un peu comme de la fève de cacao, en fait, ça a fait un plancher local, avec de la brisure de verre et du plâtre, tout simplement. Et derrière, ça fait un plancher local, quoi, en fait, tout simplement. Tu l'expliques sur tes tutos? J'ai pas fait de tuto encore sur ça, mais je vais en faire un. Mais de toute façon, abonnez-vous à sa page et comme ça vous aurez. Il y a des photos, il y a des photos régulièrement sur Écologie Caraïbe, exactement. Et en fait, vous voyez, ça c'était le carabet sans la jointure, et avec la jointure, avec le matériau, avec les finitions, derrière c'est super joli quoi. Et avec un petit vitrificateur à la fin. C'est parfait. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de le cadre au normatif en tout cas quelles sont les contraintes que tu as au niveau des normes? Comme je dis, on est soumis à la RTA ADOM en fait en Martinique. Donc en fait la RTA ADOM c'est des principes de construction et comme je dis avec de respect d'ouverture et de respect d'isolation phonique surtout et de ventilation. Donc c'est surtout ça, mais c'est pas vraiment limité. Donc en fait, en termes de construction, c'est l'Eurocode. Donc en fait là, il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a Bâti Solide qui a lancé une mission donc sur ça, sur justement la révision des normes. C'est un peu les bétonneux qui font ça toujours, c'est pareil. Donc on va attendre de voir ce qu'ils produisent. Sinon, nous, on est dans un mouvement, c'est Ecobat, donc avec le Kebati. Donc c'est une association, le Kebati, qui travaille pour la préservation de l'environnement en Martinique, notamment dans l'habitat.
Et en fait, si vous voulez, donc, on a des propositions qui arrivent aussi sur justement ces éco-matériaux-là et ce développement de filière. Et donc, on va dire que on est toujours soumis aux normes, aux contraintes européennes, hein, tout simplement. Donc, comme je vous dis, c'est ce qui est normal, parce qu'en fait, si vous voulez, dans les séismes, en fait, ce qui crée les morts dans les séismes, c'est les effondrements des habitations. Et en fait, un conteneur, ça peut pas s'effondrer, tout simplement, parce que c'est une structure homogène et il n'y a pas de souci. Et en fait, si vous voulez, ce qui crée aussi tout ça, c'est les erreurs de conception, quoi, en fait. Si on n'a pas mis le béton correctement, si on n'a pas coulé le béton correctement, si on n'a pas fait les liaisons d'acier correctement. Donc en fait, c'est tous ces facteurs-là humains qui sont soumis à des erreurs humaines, tout simplement, qu'il faut justement essayer de réduire, justement la transformation de la main de l'homme. Tu parles de séisme et tout ce qui est contrainte naturelle de chez nous, c'est-à-dire les cyclones également. C'est ça. Comment ça se passe? Est-ce que... comme je dis, c'est normé. On a pour les toitures, on a des entraxes à respecter, des nombres de tirs au fond à respecter, des recouvrements à respecter, des ouvertures des baies, des protections des baies. Voilà. La RT à DOM, c'est vraiment, comme je dis, c'est un produit qui a été adapté pour la Martinique, mais qui reste quand même améliorable. Tout à l'heure, tu parlais effectivement, il faut des règles. Tu vois. Oui, mais bon, c'est comme obligé. nous ne sommes pas souverains, donc automatiquement, c'est ça. les règles, on ne peut pas établir nos règles de ce côté-là. De toute façon, on sait très bien qui fait les règles, hein, donc c'est l'État, tout ça, donc voilà, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Il faut essayer justement que les citoyens comme nous-mêmes puissions proposer quelque chose au pouvoir public, pouvoir recréer une norme un peu caribéenne. Moi, c'est un cheval de bataille quand même, cette norme caribéenne ou martiniquaise, quoi, tout simplement. Cette labellisation, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Souvent, on nous parle justement de tout ce qui concerne l'isolation. Est-ce que tu peux nous toucher en tout cas quelques mots concernant les maisons, en tout cas bioclimatiques, qu'est-ce qu'il en est? L'isolation, comme je dis, l'isolation phonique, c'est-à-dire phonique ou l'isolation façade, tout. En fait, on a des matériaux en fait pour parer à tout ça. C'est-à-dire que ce qui est gênant en fait dans les bruits, dans le sonore, en fait, c'est les bruits d'impact, ce genre de choses. Donc en fait, dans les constructions, ce qu'il faut essayer de faire, c'est justement réduire ces bruits d'impact-là, de façon à avoir un confort ambiant régulier. Et sur les façades, l'idée, c'est comme je dis, d'avoir des protections solaires ou alors de venir avec des aménagements autour pour protéger les rayonnements sur l'isolation. Donc et la laine de roche, de la laine de verre, toujours pareil. Et par contre, on travaille avec une société aussi, on va travailler ensemble, c'est Emerald. En fait, ils créent justement des isolants avec de la bagasse, en fait. Donc, on a collaboré il n'y a pas longtemps avec justement le Ecobat. Donc, en fait, l'idée, c'est justement de rassembler un peu tous ces savoirs-là et de recréer quelque chose avec justement des matériaux locaux. Mais comme je dis, les isolants, c'est comme je dis, c'est des couches de matériaux qu'il faut rajouter ou pour désolidariser avec des principes de construction, quoi. D'accord. Et au niveau de la formation, est-ce qu'il y a une offre particulière en Martinique concernant de la formation pour l'habitat? Oui, exactement. Pour l'habitat. En fait, ça reste très, on va dire, très disparate parce qu'en fait, comme je dis, chacun fait sa production. C'est-à-dire que tu as des artisans, ils proposent comme Makia, comme Christophe Relouza, ils ont des productions. Sauf que, comme je dis, il faut aller au-delà de tout ça. Et en fait, qu'il y ait un marché derrière. Parce qu'en fait, si on produit quelque chose, mais il n'y a pas de marché derrière, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autorisation de mettre en place tel ou tel produit, les gens, soit ils sont réticents, parce qu'en général, ils veulent des assurances. Et comme je dis, ce qui est normal, hein, mais en fait, les assurances, avec ces matériaux-là, comme je vous dis, ils n'ont pas de risque. Parce qu'en fait, on produit ces matériaux-là, donc on peut les avoir à bas coût. Donc tu peux assurer quelque chose que tu produis localement, quoi, quand même. C'est possible. Et derrière, ils ont
avec justement les contraintes justement des matériaux, des bâtiments en maçonnerie, ils ont plus de contraintes à indemniser ces gens-là, parce que justement avec les sols qui s'assèchent, ce genre de choses, on est soumis justement à des contraintes sismiques aussi. Ben, ça fait qu'on a des murs qui se fissurent, ou alors des tassements de différentiels sur les dalles. Et en fait, avec le conteneur, on n'a pas tout ça. Et avec le plancher en bois, on n'a pas tout ça. Et en fait, les assurances, ils devraient s'orienter justement sur les modes de conception et non pas sur, comme c'est du béton, on assure, et les autres machins, on n'assure pas. C'est des conneries, c'est du non-sens. D'ailleurs, j'ai un ami qui travaille en tout cas dans l'assurance, et qui disait que on peut tout assurer. C'est juste une question de volonté. De volonté, bien sûr. S'il y a une influence pour justement que ce type de matériaux soit assuré, ce sera fait. Voilà. Donc tout est une question effectivement de volonté. De volonté politique. Encore une fois, on en revient au même point. Toujours. C'est qu'il faut que les politiques s'emparent du sujet, correctement. Je peux constater également que toi, tu as un gros principe au niveau de l'assemblage. Comme tu parlais de conteneurs, tu parlais de bois, tu fais attention par rapport à la Lune, parce que tu parlais aussi du découpe lors de la Lune descendante aussi. Donc c'est vraiment tous ces aspects environnementaux, cette observation, comme je te disais, qui se font pour cette élaboration de maison. C'est ça. Donc c'est pas juste dire bon, on va passer par là. Ah non, ça va très loin l'étude. En fait, là, j'ai fait un cahier technique. En fait, pour justement viabiliser ce concept-là. Donc après, il y a une question de durabilité, parce qu'en fait, comme je dis, c'est des garanties décennales. Donc il faut que le matériau dure 10 ans. Donc là, je suis à la 6e année, 5e année presque. Donc il reste encore un peu de temps pour labelliser un peu tout ça et puis avancer sereinement. Mais pour le moment, comme je dis, ça fait 5 ans, 6 ans, et le matériau, il travaille bien. Il y a pas ça sèche bien, il n'y a pas de souci. Après, au niveau des traitements, il y a toujours des traitements à avoir pour justement enlever toutes ces bêtes qu'il y a dans les matériaux, parce que c'est des matériaux naturels. Donc il faut traiter justement ces matériaux-là, et avec des innovations, notamment sur, je sais pas, on peut utiliser des gels, ce genre de choses pour la durabilité des matériaux sur des feuilles, avec des principes locaux pour justement protéger tout ça, tous ces matériaux-là. Donc en fait, l'étude, elle est encore à ses débuts, mais je pense que ça tend vers le positif. Combien d'années que tu as commencé ? Ça fait 5 ans, 6 ans à peu près. 5 ans. Entre le permis de construire et puis la réalisation. Donc après, les idées ont pas mal évolué entre le projet initial et le projet qui est en cours, par rapport aux rencontres avec les gens, par rapport à... Et puis tous les jours, on apprend aussi. Et puis tous les jours, on apprend, exactement, c'est ça. Et tous les jours, il faut essayer d'innover, voir un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas. Voilà. Moi, ma source d'inspiration, c'est Pinterest. Il y a pas mal de choses. J'ai envie de dire aussi que le fait de travailler avec le naturel, avec les matériaux naturels, ouais. Le matériau naturel. Donc automatiquement, on va voir les choses autrement, parce que c'est pas comme si tu vas travailler avec du béton, tout ça. C'est ça. Là, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Exactement. Et tu sens que ta maison est saine, en fait. En vrai, elle est vivante, en vrai. Non, c'est véridique. Entre quand tu habites dans une maison, on va dire classique, avec des carrelages, tout ça, ce qui est un peu froid comme matériau, avec la chaleur du bois, justement l'effet justement à l'intérieur de la maison, est totalement différent. Et tous ceux qui visitent la maison, tu as visité, tu as bien vu, il y a une bonne vibe qui se dégage dans ça, quoi. Du coup, il est l'heure de conclure, parce que malheureusement, on n'a pas toute la c'est soirée. fini, ouais, c'est un sujet passionnant, j'avoue. C'est clair. Ça fait climatique. Justement, tu as bien... On peut en parler. Ah oui, on peut en parler longtemps, surtout que tu as bien les choses. C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous faire en tout cas un petit mot de conclusion ou un message que tu voudrais véhiculer? Moi, mon seul message, c'est de dire aux Martiniquais qu'il faut faire, parce qu'on a des ressources, on a du savoir, on a des idées. Faut pas se laisser dire que non, c'est pas possible, ou alors que c'est mieux de l'extérieur. Non, on a des possibilités, et il faut savoir avancer et passer justement à l'étape suivante avec nos ressources, sur l'autonomie, sur pas mal de choses. C'est un ensemble, en fait. Voilà. Donc c'est de continuer à avancer, de
travailler pour notre émancipation. Merci pour ce message en tout cas. Et je voulais aussi préciser. Attends, vous devez préciser. Tu vois les belles images là, Oui, c'est vrai. images 3D, tu peux constater, voir le travail également. Excusez-moi, effectivement, je ne vais pas laisser déguster. Je voulais juste revenir sur la définition de la culture. Donc ça, c'est ce qui est donné par l'UNESCO. Donc la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Si je dis ça, c'est parce que quand, par exemple, arrivent des élections, on va beaucoup parler de choses techniques. Et en fait, ce dont il parle justement de volonté politique, j'irai même plus loin, il y a aussi une volonté d'un peuple. Parce que si, par exemple, les Kalinago étaient autour d'un Carbet, c'est bien aussi parce qu'ils avaient une façon de vivre, une culture qui faisait que, de toute façon, ils étaient mobiles. Donc, ils ne pouvaient pas, en fait, construire des choses qui s'ancraient dans le sol. Tu as mis le doigt sur Exactement. le problème. Donc, à partir de là, s'il y a une émanation qui vient de la culture du peuple, à ce moment-là, le politique va s'adapter à ça. Il faut bien, justement, qu'on puisse mettre l'accent sur les prochaines élections, qu'il y aura en tout cas au niveau local. Je ne parle pas au niveau européen, ça ne m'intéresse pas. Moi, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas. Mais au niveau local, il faudrait justement partir de notre culture. Ça, en fait, dans les débats, ça n'intervient que très peu. On n'en parle même quasiment pas. On parle toujours d'aspects techniques, le transport, comment on va se transporter, etc. Mais s'il n'y a pas une idée globale, un projet culturel, c'est ça. Forcément, en fait, le reste ne va pas. Tu as mis le doigt sur exactement la problématique. Félicitations. Voilà. Je vous signale qu'on n'a pas eu de... Non, c'est vrai. C'est la première fois qu'on se voit. Donc, ça fuse comme ça prouve bien justement on va dans un sens, en tout cas, commun. Les énergies. Il n'y a pas qu'à faire par hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Donc, donne-nous tes contacts, là où on peut te... Oui, donc c'est Écologie Caraïbes. Donc, le showroom, il est au Mont Pito. Donc, n'hésitez pas à aller voir Facebook, LinkedIn, Insta aussi. Donc voilà. Pas de souci. C'est très très intéressant. Franchement, félicitations, mon Kawakoka, battant les sards. Et je vois que c'est un travail, non, c'est même pas un travail, c'est une passion. C'est un travail, mais à la base aussi c'est une passion. C'est vrai, je suis passionné par le bâtiment. C'est un investissement et on a pu l'entendre également. C'est vrai, merci. Donc, pas hésiter. Jean-Pierre Lafontaine, il a son showroom au Mont Pito, François. C'est ça, le Lamentin. Mont Pito, Lamentin, mais Mont Pito, c'est un grand quartier. C'est un grand quartier. Voilà, et juste les Ducos aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Juste les Ducos aussi. J'en attendais ça parce que les franciscains. Toujours le mais moi aussi. Ok, d'accord. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette émission ce soir, où vous avez beaucoup appris de chez nous, par chez nous, et puis avec les matériaux de chez nous. Et puis également les professionnels de chez nous également. Ils s'investissent pour le développement de la filière et proposer quelque chose d'innovant. C'est important. On te remercie en tout cas. Merci de m'avoir reçu. Déjà ça. Bon, sur ce, on dévoile la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.